Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle Le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+, mais nos discussions s'adressent à toutes et tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des migrants et migrantes LGBTQIA+. Comme vous le savez, le fait d'appartenir à une minorité sexuelle et ou de genre est encore criminalisé dans de nombreux pays. En 2020, 70 pays considèrent encore l'homosexualité comme illégale et parmi ceux-ci, 12 la punissent par la peine de mort. Les personnes trans sont aussi beaucoup affectées par les législations de certains États. Ainsi, 37 pays criminalisent de facto les personnes trans et 11 ont des lois directement anti-trans. Ces politiques, extrêmement hostiles, sont accompagnées d'importantes persécutions et de violences à l'égard de la communauté LGBTQIA+. Ces personnes sont donc poussées à cacher leurs identités pour s'en sortir. Mais dans de nombreux cas, elles finissent par être découvertes et quitter le territoire devient la seule solution viable pour survivre. Ainsi, de nombreuses personnes viennent se réfugier dans des pays plus tolérants comme la France. Bien souvent, ils et elles intègrent la procédure de demande d'asile et se retrouvent confrontés à un système administratif complexe et peu, voire pas présent pour subvenir aux besoins vitaux que sont se nourrir, se loger ou se soigner. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui dans la première partie de ce podcast Laurent Luciani, qui est médecin au Griffon et qui s'est engagé pour soutenir les personnes migrantes LGBTQIA+. Il a fait ça à travers l'association ML+, qu'il a cofondée en 2021 et qui aide et oriente les migrants et migrantes LGBTQIA+, notamment dans leur demande d'asile. Son travail est indispensable au bien-être de ces personnes, tout particulièrement en ce qui concerne la santé sexuelle et la santé mentale. Nous allons maintenant découvrir ce milieu associatif et médical si important dans la réussite du parcours de migration d'une personne LGBTQIA+. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des corps. Je suis François, je suis médiateur au Griffon depuis 2 ans et créateur du podcast. Et je vais laisser la parole aux gens qui m'entourent. Aujourd'hui, nous sommes avec Valentine, Tiffany, Laurent et Oumar. Du coup, Valentine, je suis chargée de mission au Griffon depuis presque 2 ans aussi. Tiffany, je suis médecin généraliste au Griffon et à Basiliade. Laurent Luciani, je suis médecin généraliste au Griffon et au CIGID de l'hôpital Edo Herriot. Je suis Oumar, je suis un demandeur d'asile. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du public migrant LGBT. Et donc, on a à nos côtés Tiffany, qui travaille donc Basiliade. Est-ce que tu peux présenter un petit peu cette organisation ? Oui, Basiliade, du coup, c'est une structure d'hébergement d'hébergement et de soins pour les personnes initialement qui vivaient avec le VIH. Maintenant, c'est ouvert aussi à des personnes qui ont des maladies assez graves comme des cancers ou des greffes. Et toutes ces personnes-là qui sont hébergées, ce sont des personnes qui vivaient à la rue avant ou qui étaient vraiment dans des situations de très grande précarité. Et du coup, c'est une structure qui offre des soins et un hébergement. Et donc pour nous accompagner aussi, on a Laurent. Laurent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Je suis médecin, j'ai vécu pas mal d'années à l'étranger, j'ai fait des activités différentes dans mon parcours professionnel et ça fait maintenant une 12aine d'années que je fais uniquement de la santé sexuelle, donc essentiellement dans les CEGID et puis aussi là au Griffon donc depuis bientôt 2 ans. Bon, et donc je suis un des membres de l'association ML+, AIMEL+, qui veut dire accueil et inclusion des migrantes et exilés LGBTQIA+. Et donc le but de cette association, c'est de pouvoir accueillir les exilés LGBT et les aider à différents niveaux. Ce qui est peut-être le plus important, le plus difficile, qui nous prend le plus de temps, c'est les aider dans leur démarche de demande d'asile, en particulier les préparer en fait à l'entretien de l'OFPRA et à l'audience avec la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et puis c'est aussi leur permettre d'avoir au quotidien une vie avec d'autres personnes LGBT, souvent issues de milieux géographiques équivalents, qui se retrouvent seuls la plupart du temps ici en France et
le fait d'avoir cette sociabilité est un élément extrêmement important. Et puis on organise plein d'éléments différents, sportifs, festifs, culturels. Ok. Elle se trouve où à Lyon? Alors, on n'a pas de locaux qui nous sont propres et on a 2 permanences mensuelles, l'une qui est au centre LGBTI de Lyon et l'autre dans les locaux de l'association Aide, essentiellement à Lyon, également à Lyon. Ok. Moi, j'avais une question sur comment ça se passe une fois que le parcours migratoire il est terminé, si on peut le dire. Quand les gens arrivent en France, en fait, quelles structures, que ce soit publiques ou les associations du privé, qu'est-ce qu'elles font derrière et qui prend en charge la personne? Dans le cadre de la demande d'asile, Oui, du moment où c'est une personne qui arrive suite à un parcours migratoire, qui a une demande d'asile ou pas derrière, mais comment ça se passe? On parle beaucoup des mineurs non accompagnés, mais aussi comment ça se passe pour les personnes qui sont majeures. Alors là, bon, il y a pas mal de situations en fait, parce que ça dépend comment est-ce qu'on arrive. Si on arrive avec déjà des projets différents, tel que ça peut être le regroupement familial, ça peut être les passeports talents ou avoir comment un visa longue durée de travail. Donc ça peut être aussi les passeports étudiants. Donc voilà, donc ces personnes-là, elles sont prises en charge, accueillies par les structures qui les ont fait venir, avec lesquelles elles sont déjà en contact. En revanche, dans le cadre de la demande d'asile, c'est différent. Il va y avoir tout un parcours très codifié entre le moment où on va commencer à faire sa demande d'asile jusqu'à, on l'espère, l'obtention du titre de statut de réfugié. Donc, la demande d'asile doit commencer d'abord par la prise de contact avec ce qu'on appelle la plateforme d'accueil de la demande d'asile, des demandeurs d'asile. Là, la personne vient et dit « je souhaite faire une demande d'asile ». Donc, il y a une consultation administrative. Les personnes ont ensuite leur premier rendez-vous à la préfecture, qu'on appelle le GUDA, le guichet unique de demande d'asile, où là les personnes vont avoir une première cette prise en charge à la préfecture. Elles vont voir l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est en charge de des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont avoir droit à un logement. Normalement, tout le monde a le droit à un logement, mais dans les faits, c'est pas le cas. Et puis à l'allocation de demande d'asile, l'ADA, auquel chacun a droit, et c'est environ 210 € par mois. C'est également lors de ce premier entretien à la préfecture que va être décidé le statut administratif de la personne concernant sa demande d'asile. Est-ce qu'elle va rentrer dans le système Dublin? C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, sa demande d'asile sera peut-être étudiée dans 8 ou 9 mois si elle n'est pas renvoyée dans un autre pays. La deuxième situation, c'est d'être en procédure normale ou en procédure accélérée. Il y a certaines situations où on va être en procédure accélérée, en particulier quand on a dépassé le délai de 3 mois de résidence en France de demande d'asile. À partir de ce moment-là, les personnes on va leur donner également le récépissé de demande d'asile, et à partir de ce moment-là, les personnes sont en situation légale en France. Ensuite, elles ont, alors, dans la situation actuelle qui est en train de changer, mais elles ont 3 semaines pour envoyer leur dossier à l'OFPRA, Office français de protection et des réfugiés et apatrides, qui va être le premier recours de demande d'étude de leur demande d'asile. Et à partir de là, donc, ils sont informés qu'ils sont officiellement demandeurs d'asile et ils vont être ensuite convoqués quelques mois plus tard pour leur entretien. Sinon, pour ce qui est justement aussi de l'arrivée, il y a tout ce qui est les aspects matériels. Et avant que les personnes aient l'aide matérielle de la France, il va se passer quand même plusieurs mois, plusieurs semaines, avant qu'elles aient quoi que ce soit. Pour certaines personnes, c'est véritablement catastrophique, puisqu'elles n'ont absolument rien. Donc, c'est le recours à toutes les associations d'aide à la précarité, certaines étant particulièrement actives auprès des populations migrantes. Alors, par exemple, à Lyon, on peut citer le Secours populaire, la Maison Sésame, le Secours catholique, et
Pour ce qui est des aspects juridiques, il y a la CIMAD, il y a Amnesty International, il y a aussi l'association Singa, et puis parfois une association comme la nôtre, qui est une association spécifiquement dédiée aux personnes LGBT migrantes. Alors voilà, ça c'est le début. Une fois qu'on est passé à l'OFPRA, soit on est directement dédié, on a son statut de réfugié, suivant les termes de la Convention de Genève, soit on a une situation de rejet par l'OFPRA, et auquel cas on a 2 semaines pour commencer à faire les démarches de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et là donc c'est un avocat ou une avocate qui est en charge de la défense de la personne. Et du coup, dans quelle situation les gens arrivent dans votre association? Qui les oriente aussi éventuellement? Alors, il y a plusieurs façons. Certaines font une recherche sur Internet et puis tombent sur notre association et donc décident de venir ou nous envoient un message pour savoir quand est-ce qu'on aura notre prochaine permanence d'accueil. Il y a pas mal de CADA, puisque en fait... Pour les personnes le recrutement de l'association, c'est essentiellement sur Lyon, mais quand même aussi dans la région assez proche, dans l'Ain, dans la Loire, et donc avec des CADA, donc les centres d'accueil des demandeurs d'asile, avec lesquels on travaille depuis longtemps, qui nous connaissent et qui donc, quand ils ont des personnes qui sont hébergées dans leur CADA, les orientent vers ML+. Il y a d'autres associations, comme par exemple le Secours catholique, le Centre LGBTI de Lyon, les Restos du Cœur aussi, qui peuvent nous adresser des personnes. Donc voilà, ce sont des personnes exilées qui sont déjà qui connaissent déjà d'autres associations, mais les associations nous les adressent parce que il y a leurs problématiques spécifiques liées à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Il y a aussi du bouche à oreille dans la communauté LGBT lyonnaise, via les réseaux sociaux, sur Grindr, il y a parfois aussi des personnes qui se font des rencontres, et à l'occasion de la rencontre, il vient que une personne est exilée LGBT et son amoureux ou son amoureuse d'un soir lui dit: ah, mais tu connais l'association ML+, va les voir. Ça, c'est aussi des modes de connaissance, de prise de contact avec l'association. Vous avez une page Facebook, une page Instagram? Alors, on a une page Facebook et une page Instagram. Alors, la page Instagram, elle est plutôt bien tenue. La page Facebook, c'est moi qui m'en occupe, donc c'est pas très bien tenu. Quand les gens viennent vous voir, du coup, quelle est la première demande en général? Alors, en fait, on a, nous, une façon d'agir qui est... c'est systématique. Les personnes qui vont venir dans l'association la première fois, c'est en fait un entretien d'accueil qui est systématique. L'essentiel, en fait, pour nous, c'est de savoir quelle est la situation de la personne ici et maintenant. Il est absolument hors de question de revenir, alors qu'on se connaît pas, sur leur parcours, pourquoi elles sont venues. On n'est pas du tout question de revenir sur les traumatismes sur lesquels elles ont pu vivre, qu'elles ont vécu au pays et pendant le parcours migratoire, mais c'est plutôt ici et maintenant où elles en sont. Quelles urgences. C'est plus finalement un entretien sur la précarité. Est-ce que tu sais où manger? Est-ce que tu sais où te laver? Est-ce que tu as des vêtements? T'as pas de bonnet? Il fait -5. Pour le logement, à la rue. Est-ce que tu sais avec quelle personne dormir pour être en sécurité? Et donc voilà, vraiment une situation, un bilan de la situation de la personne, premièrement, et puis un bilan aussi de sa situation vis-à-vis de où elle en est administrativement. Quel est son projet? Je veux faire une demande d'asile. Alors, vérifier que la personne veut vraiment faire une demande d'asile, qu'elle connaît un petit peu qu'est-ce que ça veut dire demander l'asile, lui expliquer la procédure, et puis si elle a déjà commencé la demande d'asile, savoir où elle en est dans sa procédure de demande d'asile, afin que nous, on puisse intervenir de manière différente en fonction de l'avancement de sa demande d'asile.
Voilà, ça c'est l'accueil initial. Également, tout de suite, on va, avec leur accord, bien entendu, prendre leur numéro de téléphone et puis mettre dans le groupe WhatsApp de l'association où tous les exilés sont présents ainsi que quelques bénévoles. Et ça permet d'emblée de se connaître et puis d'emblée, voilà, de dire bonjour, je m'appelle Pierrette, je suis nouvelle et je suis camerounaise, voilà, par exemple. Hein. Et et puis donc d'être au courant immédiatement s'il va y avoir des activités spécifiques dans les jours, dans les semaines qui viennent, et voilà. Donc pour aussi commencer cette sociabilité. Ok. J'avais une question. Tu parlais de bénévoles. Comment vous recrutez les bénévoles? Vous avez toujours besoin? Oui, en fait, on a un besoin permanent de bénévoles parce qu'on a une activité extrêmement importante et on pourrait dire que ce qui fait peut-être la spécificité d'une association comme la nôtre, c'est que par rapport à beaucoup d'associations, dont moi j'ai pu faire partie par ailleurs, c'est que en général, quand on est associatif, on a des activités une fois par semaine, ou 2 fois par mois, ou 3 fois par mois, et puis après, on fait autre chose. Alors que là, le fait qu'on est en suivi des personnes en demande d'asile et qui sont des personnes en situation de précarité, il y a souvent beaucoup de questions. Et on pourra en parler peut-être un peu plus tard, des questions qui sont liées à la santé sexuelle et la santé mentale. Et donc souvent, il y a un suivi qui est finalement assez constant, avec donc un lien qui se crée et qui fait qu'on va se voir très régulièrement. À partir du moment où on va partir dans à faire les entretiens, aussi les entretiens, il y en aura plusieurs, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on a besoin de beaucoup de bénévoles parce que la prise en charge de chaque personne demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et donc voilà, il y a besoin de monde. Vous êtes bienvenus pour venir nous rejoindre. Très bien. Vous avez combien de bénéficiaires à peu près par année Il y en avait 120 l'année dernière, je pense qu'il y en a encore à nouveau 120 cette année. Enfin, actuellement il y en a 120, donc il y a ceux qui parfois ont disparu, ceux qui ont leur statut de réfugié, et puis malheureusement ceux qui sont déboutés de leur demande d'asile. Alors là, bon, parfois qui restent dans l'association et parfois qui vont essayer de faire leur vie ailleurs, c'est variable. Et est-ce que vous faites de la prévention ou de l'éducation à la santé sexuelle dans l'association? Ou est-ce qu'il y a des recours Alors, on tente, mais c'est pas toujours facile. Par exemple, là, comme on l'avait fait l'année dernière, à la fin du mois, on va avoir une séance de santé sexuelle strictement dédiée aux femmes exilées, avec une gynécologue et une sexologue, et ça permettra, voilà, d'être vraiment entre femmes, de pouvoir discuter de différents aspects de la santé sexuelle, des dépistages, des frottis, de la santé des seins, de la sexualité entre femmes, des violences. Donc voilà, par exemple, ça c'est un aspect spécifique. De temps en temps, justement sur le groupe, on va passer un petit message, pensez à vous faire dépister. Là, on est moi je suis en train de le faire, mais je fais un peu lentement, mais en train de préparer des petits documents qui sont des documents qu'on pourra passer régulièrement sur le groupe WhatsApp, sur la prostitution, les drogues, le dépistage, la PrEP, le TPE. Voilà, petit document très très simple, simplement pour remettre dans l'esprit de chacun et de chacune ce qui peut être fait. Pour la santé sexuelle, ce qui est bien, c'est qu'on travaille de manière très proche avec l'association AIDS, où on fait au moins une permanence par mois, parfois d'autres activités. Et donc, à chaque fois qu'on a nos permanences, il y a les bénévoles de AIDS qui viennent se présenter, proposent de faire des dépistages. Et puis nous, on a le numéro de téléphone de AIDS. Si on voit quelqu'un qu'on a besoin de faire un dépistage, on pourra prendre directement contact avec les gens de AIDS. Puis moi, je travaille aussi en Cégide. Et donc, parfois, ça m'arrive, pour ceux qui sont intéressés par la PrEP, de leur dire, écoute, si tu veux, je t'appelle, on prend un rendez-vous, et puis tu pourras commencer à avoir une consultation de PrEP. Alors, avec le Griffon, ça reste un peu compliqué, en tout cas pour les premiers mois, puisque dans la structure, l'accès aux soins actuellement pour les étrangers en France et pour les demandeurs d'asile, il y a 3 mois de carence. Dans 3 mois, on ne peut pas être dans le droit commun, et donc les personnes doivent obligatoirement passer à la PAS, ou dans des structures gratuites. Donc pour le moment, tel que le fonctionnement du Griffon, c'est pas possible. Et puis au bout de 3 mois,
On fait la demande de prise en charge à la sécurité sociale et il va encore falloir attendre encore un petit peu. Voilà, pour rappeler, pour bénéficier des services du Griffon, il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Ou l'AME. Ou l'AME. Et donc, dans le cas de la demande d'asile, on n'a pas l'AME, il y a la période de carence et on aura un numéro de sécurité sociale après quelques mois. Donc effectivement, donc voilà. Après, une fois que les personnes effectivement ont leur statut, enfin leur statut, oui, ça bien sûr, mais simplement leur numéro de sécurité sociale, ils viennent au Griffon. Il y en a quelques-uns d'ailleurs de l'association qui sont venus. Parmi toutes les personnes qui sont en situation d'exil, pour les personnes LGBT, il y a l'association Emel qui peut les aider. J'imagine que du coup, il y a des spécificités de ces personnes LGBT en migration. Comment est-ce que Emel a vu le jour et que ça répond à quels besoins pour ces personnes-là? En fait, ça a vu le jour de personnes qui étaient avec d'autres militants et des des exilés qui faisaient partie de l'association de MSG à l'époque. Et donc, on a créé une nouvelle association, ML+, parce qu'il y a un grand besoin. Parce que oui, effectivement, il y a quand même cette spécificité de l'exil LGBT. Qu'est-ce qui fait cette spécificité? Eh bien, c'est véritablement l'homophobie. L'homophobie, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On n'imagine pas à quel point c'est délétère, monstrueux, meurtrier, et en particulier dans les pays où il y a des législations spécifiquement homophobes. Parce que, je ne vais pas discuter en général de l'homophobie, de ses causes, etc. Mais qu'est-ce que ça va donner au quotidien, et particulièrement dans les pays où il y a une législation homophobe? Ça donne une légitimité à l'homophobie pour les personnes du quotidien. Et donc, une impossibilité de vivre sa vie d'homosexuel ou de personne transgenre dans ces pays. Encore récemment, la Russie a passé une loi disant que les personnes LGBT étaient ni plus ni moins des terroristes. Voilà. Donc, dans les pays qui ont une historique législative homophobe, soit la situation s'empire, soit au contraire, dans certains pays, ça se libère, comme par exemple en Inde ou sur l'île de la Réunion ou au Gabon. Dans d'autres pays, c'est devenu pire, comme au Ghana, au Nigeria il y a 10 ans, ou actuellement en Ouganda, où c'est assez terrible. Donc c'est variable. Et donc, qu'est-ce qui fait cette spécificité? C'est que quand on est une personne LGBT dans ces pays, c'est absolument impossible d'être out, d'être libre de montrer son appartenance à la communauté. Donc on est obligé de vivre dans une façade permanente où on va avoir l'air d'une personne hétérosexuelle, et puis derrière on a sa vie qui est sa vie, sa vraie vie, on pourrait dire. Donc on peut pas, c'est absolument impossible de dire ah ben non, moi je suis homosexuel, que ce soit dans sa famille, avec ses amis, au travail. À partir du moment où l'homosexualité est connue, dévoilée, en gros tout s'écroule. Tout s'écroule. Si on avait des amis qui n'étaient pas homosexuels, eh ben, ils vont vous rejeter. La famille, en tout cas, alors je parle en termes généraux, parce que parfois des personnes, heureusement, qui ont un minimum de soutien. Mais on perd son travail. Si vous louez un appartement et que votre logeur apprend que vous êtes homosexuel, c'est dehors tout de suite. Je ne veux pas évoquer les violences absolument horribles dont vous pouvez être victime. On a combien de personnes dans l'association dont l'amoureux ou l'amoureuse a été assassiné dans des conditions absolument atroces. Et il y a aussi la famille, le contact avec la famille, qui peut parfois, dans certains cas, être sauvé, mais dans la majorité des cas, ça va être la famille qui va être au premier rang de l'agression. Et ce qui fait que quand vous réussissez à vous échapper,
contrairement à d'autres raisons migratoires, même qu'elles ce sont des raisons migratoires qui rentrent dans le cadre de la demande d'asile de la Convention de Genève pour des raisons de guerre civile, d'appartenance ethnique, religieuse ou des problèmes politiques. La grande différence quand on est de la communauté LGBT, c'est qu'on part seul, on ne laisse personne derrière soi, aucun support. Vous ne gardez pas de support, contrairement si vous partez pour des raisons politiques. Vous avez plein de gens au pays qui vont continuer à vous supporter, qui espèrent que tout va bien se passer pour vous, qui veulent savoir comment ça va se passer, etc. En revanche, quand on est LGBT, on laisse tout le monde derrière soi, ou presque tout le monde. Et puis, la deuxième grande difficulté, c'est que quand vous arrivez en France, si vous êtes un Tunisien LGBT, et que vous arrivez en France, bah vous allez voir, si vous n'êtes pas LGBT, vous êtes tunisien, vous arrivez en France, ou si vous êtes sénégalais, vous allez voir la communauté tunisienne ou sénégalaise, normal, comment tu vas, voilà, c'est quoi ta situation, il y a de la famille, il y a des amis, il y a quelqu'un qu'on connaît du pays, et donc on va se tourner tout naturellement vers sa communauté, et on va être aidé, à plus ou moins un grand niveau, mais on va être aidé. Quand vous êtes LGBT, il est hors de question de vous tourner vers votre communauté. Et il y a même une panique de certains et de certaines à l'idée de se retourner vers sa communauté camerounaise. Quoi ? Mais non, moi si c'était camerounais, je file tout de suite, parce que il suffit que je rencontre quelqu'un qui soit de la même ville que moi, il va savoir. Et à partir du moment où la personne va savoir, là il y a double panique. D'une part, votre communauté d'origine ici à Lyon, en France, va vous rejeter exactement dans les mêmes termes que si vous étiez au pays. Et puis en plus, le deuxième risque, c'est que les personnes qui vous en veulent au pays, ça c'est une crainte majeure des personnes exilées LGBT, c'est que les personnes qui sont au pays et qui vous en veulent sachent que vous êtes ici à Lyon, et que donc éventuellement peuvent essayer de vous retrouver via d'autres personnes à Lyon, etc. Donc il y a vraiment une grande panique. Et donc voilà, c'est ce qui fait cette grande spécificité, c'est la solitude extrême dans laquelle on va se retrouver. Et puis on est sujet de violence absolument incroyable en raison de de son appartenance à la communauté. Et là, pas tout à fait la question, mais on peut parler de santé mentale. C'est que, d'une part, les personnes LGBT, dans le monde entier, on sait très bien que l'appartenance à la communauté peut avoir un impact négatif sur la santé mentale, hein, en termes, par exemple, d'addiction, d'anxiété, de troubles de l'humeur, enfin, de dépression, de tentatives de suicide ou de suicide. Quand vous vivez en plus dans une communauté où l'homophobie est glorifiée, c'est encore plus dur. Donc c'est extrêmement difficile pour les personnes LGBT dans un milieu super homophobe d'avoir déjà un équilibre psychique. Et puis après, quand vous êtes victime une fois, deux fois, trois fois de violences majeures, et que vous êtes obligé de vous sauver, que vous arrivez dans un pays où il fait froid, où les gens ne vous accueillent pas, où vous êtes même mis à l'index si vous retournez voir votre communauté, vous imaginez la catastrophe au niveau mental de ce que ça peut apporter chez de nombreuses personnes. Et donc justement, dans le cadre associatif, c'est ça. Là, tout à coup, elles se retrouvent, elles ont des personnes comme elles, qui sont originaires de l'étranger, ils ont des bénévoles, tout le monde est bienveillant, vous écoute, etc. Si tu veux parler de ta santé mentale, on t'écoute. Tu penses que tu as besoin de voir un psychologue ? On va t'en trouver un. Et puis nous aussi, les bénévoles, on est à l'écoute, on va rechercher des indices justement concernant l'état mental des personnes qu'on voit en entretien, et aussi au fur et à mesure. Et puis on a cette chance absolument incroyable d'avoir dans l'association une psychiatre détachée qui fait 2 après-midi de consultation par mois. Ça nous permet d'avoir un avis psychiatrique rapide pour des PTSD, des stress post-traumatiques, et de pouvoir mettre ces personnes sous traitement très rapidement quand c'est nécessaire. Parce que c'est ça, c'est aussi au niveau santé mentale, c'est super important. Alors je dirais pour tous les exilés, majorité des exilés qui beaucoup ont vécu des choses horribles, et particulièrement les femmes durant leur parcours migratoire, et puis les exilés LGBT. Puisqu'on parle un petit peu des femmes, la situation des femmes LGBT exilées est particulièrement terrible, parce que non seulement elles ont vécu
les violences homophobes, mais en plus, elles ont vécu les violences faites aux femmes, avec les viols, les mariages forcés. Bon, les garçons aussi ont des mariages forcés. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que avoir un accueil, voilà, bienveillant, évidemment, quoi, communautaire, à la fois de sa communauté d'origine, mais aussi communautaire LGBT, et puis une orientation vers les structures médicales concernées. Franchement, bon, je fais partie de cette association. Si c'est un truc dont je peux être fier, c'est bien de ça, quoi. Du coup, j'avais une dernière petite question. Ouais. Là, tu parlais du coup des spécificités. Est-ce que du coup, ça, c'est pris en compte dans le cas de la demande d'asile? Alors, les spécificités liées aux violences, pas particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile, quelle qu'en soit leur raison, qui sont victimes de violences. Mais la spécificité de la demande d'asile, c'est que par rapport à d'autres raisons, dans le cadre de la Convention de Genève, si vous êtes réfugié, faites une demande pour un asile politique, ou en raison de votre appartenance à une ethnie ou un groupe religieux, ça va quand même être finalement assez facile à prouver, parce qu'on sait que dans ce pays-là, il y a des problèmes. Je veux dire, quand il y avait Daesh en Irak et en Syrie, c'était pas très compliqué de prouver qu'on était chrétien et que donc on était persécuté. En revanche, on va dire actuellement même en Syrie, si vous êtes homosexuel, c'est pas très cool pour vous, mais ça va être plus difficile de prouver que vous êtes en danger parce que vous êtes homosexuel. Donc, l'OFPRA va s'attacher en fait à trouver, on veut dire, des espèces de preuves d'homosexualité. Alors, ils ont en fait une procédure très spécifique et ils vont interroger les personnes sur des thèmes. Et ces thèmes vont être quasiment systématiquement développés. Et ça va être, le premier, ça va être en fait de pouvoir décrire, évoquer la découverte de son homosexualité. Comment est-ce que, éventuellement, déjà dans l'enfance, on peut avoir certaines différences par rapport à d'autres gamins du même âge. Et puis, au moment de la puberté, quand on commence à avoir du désir et qu'on se rend compte qu'on a du désir pour des personnes du même sexe. Bon, c'est ce qu'on appelle aussi, enfin pour tout le monde, toutes les personnes homosexuelles savent très bien de quoi je parle, hein, le coming in, comment est-ce qu'on va s'approprier justement notre orientation sexuelle ou aussi notre identité sexuelle. Donc c'est le premier thème qui va être largement évoqué par l'OFPRA. Le deuxième, c'est le vécu de sa vie sentimentale, de sa vie sexuelle. Comment est-ce que j'ai eu mon premier chéri ou ma première chérie? Comment ça s'est passé? Et puis avec aussi un questionnement sur ce qu'on a ressenti au niveau émotionnel et au niveau rationnel, ce qu'on a pensé de ça. Je me rends compte que j'aime les garçons, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? C'est pas ce qu'on m'a dit, quoi. À la mosquée ou à l'église, on dit que c'est pas bien, qu'on ait des abominations. Et moi, je suis l'abomination. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, là, toute personne homosexuelle vit ça, sauf que là, dans la société française, vous avez des modèles homosexuels ou transgenres qui sont des personnes qui sont glorifiées dans des parcours artistiques, politiques. Donc vous avez des modèles auxquels vous pouvez quand vous êtes originaire du Bangladesh, du Moyen-Orient, de toute région d'Afrique, vous n'avez pas des modèles qui sont glorifiés, au contraire. Donc, le troisième aspect, ça va être recherché par l'OFPRA, c'est comment est-ce que votre orientation sexuelle va être découverte par autrui et quelles vont alors les circonstances de cette découverte. Est-ce que ça s'est passé plusieurs fois? Par exemple, quand vous aviez 15 ans, vous jouiez avec votre petit copain à vous toucher un peu et vous vous faites prendre. Donc en général, vous vous faites bien taper à ce moment-là, vous êtes exclu du lycée et puis mais on vous laisse encore une chance. Mais à 25 ans, vous vous faites à nouveau choper, alors là, c'est fini pour vous, quoi.
C'est fini pour vous. Et là, donc, c'est les circonstances de vraiment de votre outing. Et tout ce qui va se passer, les violences, est-ce qu'il y a la police qui va être la police, la prison, l'hôpital, les personnes autour de vous, comment elles vont réagir, qui va vous donner un minimum de support ou non, quelles vont être les personnes qui vont être les plus agressives. Et puis là, après, il y a la fuite. Aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, dans la fuite, c'est est-ce que je parle en slip ou est-ce que je vois que les choses commencent à devenir vraiment graves pour moi, là, et j'ai le temps de planifier un peu. Donc là, pareil, expliquer la fuite, qui m'a aidé, pourquoi les personnes m'ont aidé, ce sont voilà. Et donc, tout ça, bon, la fuite encore un peu, mais en tout cas, tous les éléments précédents, ça n'a rien à voir avec les titres, les raisons pour une demande d'asile. Hein. Et donc là, on est vraiment sur de l'intime où la personne va devoir expliquer à des personnes qui sont détentrices de son autorité et de l'autorité et qui en plus vont donner vont prendre une décision qui va gérer, qui va codifier, faire leur futur. Donc c'est un moment, quand on est à l'entretien de l'OFPRA, qui est terrible. Et quand on vient ensuite à la Cour nationale du droit d'asile, c'est encore pire. Donc voilà, nous, dans le cadre de l'association, on leur dit pas ce qu'il faut qu'ils disent, mais on les aide justement à retrouver dans leur histoire des éléments qui sont extrêmement importants et que peut-être, s'ils n'avaient pas été préparés, ils n'auraient pas pensé à le dire. Par exemple, quand ils avaient 15 ans, qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une relation sexuelle, homosexuelle, bon, on les a tapés, on les a virés de l'école, mais probablement aussi, on les a envoyés. Alors, si on est chrétien, ça va être probablement aller à l'église, faire des séances de prière, de thérapie de conversion. Sinon, si on est musulman, ça va plus être aller voir le marabout ou un marabout bien connu, justement, pour traiter les homosexuels et qui a beaucoup de succès pour rendre des homos hétérosexuels. Hein, et donc voilà. Donc il y a en général, ce sont des situations où les personnes vont être humiliées de manière absolument atroce, mais si on leur pose pas la question, par exemple dans le cadre des entretiens de préparation, ils vont oublier d'évoquer cet aspect-là. Donc c'est pour leur rappeler, comment ça s'est passé, décris bien ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on t'a demandé, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres gosses comme toi, voilà. Et voilà. Et sur tous les aspects que là j'ai exposés, on va revenir en leur disant, voilà, ça c'est un aspect vraiment important dans ton histoire, tu dois évoquer cet aspect-là, voilà. On leur dit pas d'inventer des histoires, justement c'est le truc. À la base, c'est tu ne dois dire que la vérité. Si tu commences à raconter des histoires, tu vas te faire choper là. Parce que ils vont te dire là-dessus, ils vont bien se rendre compte que tu inventes une histoire. Donc tu racontes ton histoire, mais tu n'oublies pas que ces aspects-là sont hyper importants et tu dois vraiment évoquer ça quand tu seras pendant ton entretien. Voilà, les autres aspects, c'est aussi maintenant que vous êtes en France, c'est comment est-ce que vous vivez votre vie en tant qu'homosexuel ici en France. Voilà, ça c'est aussi un aspect spécifique de la demande d'asile. Hein. Quand tu es, je sais pas moi, tu es persécuté pour ton appartenance, je sais pas moi, religieuse. Bon, je sais pas s'il y a quelque chose vraiment de particulier à dire. Enfin, peut-être oui quand même, mais en tout cas voilà. Ça, ce sont véritablement des aspects qui font cette spécificité de la demande d'asile LGBT, et ce pourquoi aussi c'est vraiment vraiment important que les exilés LGBT puissent être le plus tôt possible en contact avec des associations spécialisées. Merci Laurent pour toutes ces informations. On en a terminé pour cette première partie. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Oui, tu veux dire ? En tout cas, je vous remercie le Griffon pour m'avoir accueilli parce que je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir donner ces informations sur les homosexuels et les personnes transgenres qui viennent de l'étranger et qui ont de très grandes difficultés. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais venez nous voir à AML+, si vous souhaitez aussi en avoir davantage d'informations et si vous souhaitez nous rejoindre aussi. Et puis vous pouvez aussi nous faire des dons, on est super content d'avoir des dons. Ok, merci Laurent. Donc on se retrouve très vite pour une deuxième partie autour de ce sujet avec cette fois-ci
la lumière un peu plus centrée sur Oumar, qui est avec nous aujourd'hui. Merci à tous, à très vite. Au cours de cette première partie, nous avons eu le regard médical et associatif des parcours de migration des personnes LGBTQIA+. Ainsi, on comprend qu'un accompagnement comme celui proposé à ML+, est indispensable au bien-être de ces personnes, tout particulièrement pour les demandeurs et demandeuses d'asile qui sont souvent dans des situations de précarité multiples. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons écouter le point de vue de Oumar. Il est aujourd'hui suivi par l'association ML+, et va nous raconter comment se passe sa vie en France. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et le premier samedi de chaque mois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, legriffon.lyon, mais aussi sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Safe sex et plus encore.